Salut! Comment pourrir ton affûtage en commettant l'une de ces 5 erreurs et tu vas voir qu'il y a une des erreurs qui est très très étonnante. C'est Jean-Marc de l'Académie Running et Trail. Je suis heureux de t'accueillir dans cette nouvelle audio, nouveau podcast. Et avant de le démarrer, je te rappelle que tu as plusieurs liens en dessous de ce podcast. Tu vas retrouver notamment notre lien pour rejoindre le canal officiel de l'Académie. C'est groupe Telegram gratuit, je le précise. Et dedans, je partage mes tests, je réponds à de nombreuses questions, je fais des études de cas. J'ai mis d'ailleurs, à propos de l'affûtage dernièrement, le sujet de l'affûtage d'un champion de trail, affûtage complet sur ces 10 derniers jours. Il donne de nombreux conseils également. C'est toujours très utile à lire. Et on y parle aussi de l'affûtage pour un marathon. Mais aujourd'hui, et tu vas trouver aussi un autre lien, c'est le journal des coureurs, où c'est que tu vas recevoir plusieurs fois par semaine des emails avec du contenu comme ça, ou d'autres vidéos, ou des fiches PDF à télécharger, des conférences en ligne, etc., etc. Si tu cherches à la performance, à progresser en course à pied et être plus performant, c'est là qu'il faut être. Maintenant, on attaque avec 5 erreurs commises par les coureurs lors tout simplement de la phase d'affûtage. L'affûtage peut booster ou ruiner tes performances. Tu auras beau avoir fait une très belle préparation, respecter tes séances de ton plan à la lettre, mais des mois d'entraînement peuvent être gâchés en essayant de faire une dernière grosse séance d'entraînement, celle de trop. De l'autre côté, si tu te reposes un peu trop pendant la période d'affûtage, tu vas te sentir à plat et sans énergie le jour de la course et tu perds aussi les bénéfices de tes efforts que tu as fait pendant plusieurs mois durant. Donc, première des grosses erreurs à éviter, c'est de continuer le renforcement musculaire ou la musculation. Même si le cardio ne monte pas très haut dans ce genre d'exercice, les contraintes musculaires sont très fortes. Tes muscles vont être courbaturés et très fatigués après de telles séances. Surtout si tu utilises des poids. Moi, j'utilise des haltères qui vont jusqu'à 24 kg. Donc, faut faire attention quand tu utilises, quand tu veux faire ce genre d'exercice. Et également, ça va donc nuire à tes performances. Il te faut beaucoup plus de temps pour récupérer musculairement. Et le jour de la course, ça peut se sentir. Non seulement tu dois supprimer le renforcement musculaire et la musculation, mais tout ce qui s'y apparente. Comme par exemple les séances de côte. On a l'habitude très souvent de faire des séances de côte en course à pied, pas uniquement les trailers, mais aussi les coureurs sur route. Et les séances de côte sont à proscrire. Également, tu dois éviter des parcours avec beaucoup de dénivelé négatif et dénivelé positif également. Pour le dénivelé négatif, les descentes sont très traumatisantes musculairement pour le bas du corps et pour le lombaire et aussi. Donc attention à ça. Deuxième erreur à éviter, c'est de ne pas dormir assez. Le sommeil et le repos du coureur font partie intégrale de l'entraînement. Quand tu t'entraînes dur, ton corps a besoin de sommeil pour se reconstruire et se régénérer, même en période d'affûtage, même donc si tu as réduit ton volume d'entraînement. Un bon sommeil est une des clés de la performance en course à pied. Selon plusieurs études, il a été constaté que des améliorations de la durée et de la qualité du sommeil semblent améliorer le temps de réaction, la précision et les performances d'endurance. Et il y a même une étude de 2017 qui précise qu'un mauvais sommeil peut être source de blessures et de maladies. Mais il arrive souvent aussi que l'on stresse avec une course. On se dit, quelle est ma stratégie de course? Que vais-je faire s'il fait pas beau? Quelles chaussures je dois mettre? Quelle tenue? Est-ce que je dois prendre ci? Est-ce que je dois prendre des gels? Est-ce que je dois, etc., etc. Et ça tourbillonne dans notre tête et ça peut engendrer un mauvais sommeil. Tu peux alors essayer les micro-siestes dans l'après-midi pour essayer de récupérer le temps de sommeil. Ou faire un peu de méditation en écoutant une musique douce. Et évidemment, pendant cette période d'affûtage, on évite les soirées arrosées ou les gros repas de famille. Bien sûr, tu peux te faire plaisir, mais avec une très grande modération. Troisième erreur à éviter, c'est de vouloir changer ses habitudes alimentaires. Quand on réduit l'entraînement, on a souvent peur de prendre du poids. Notre corps cherche à reconstituer les réserves de glycogène. Son appétit est élevé, mais notre dépense calorique, si tu réalises un bon affûtage, ta dépense calorique due à des efforts physiques va aussi diminuer. Et aussi, il faut savoir que les personnes qui stressent vont avoir tendance à se jeter sur les produits sucrés. Alors, ça, il faut bien sûr contrôler son alimentation, mais sans vouloir tout perturber, sans vouloir tout changer. C'est pas parce que tu vas manger une barre chocolatée que
forcément, il faut crier au loup ou prendre peur. Hein. Si tu manges qu'une sur 4-5 jours, c'est pas bien grave. Aussi, tu as certainement entendu parler de plusieurs méthodes alimentaires pendant l'affûtage, comme le régime scandinave, qui consiste à supprimer les glucides pendant quelques jours. Puis sur 2 ou 3 jours avant la course, tu refais tes stocks de glycogène en consommant un max de glucides. L'objectif de cette méthode à l'époque était de dépasser la limite de tes stocks et d'avoir une plus grosse quantité de glycogène qu'à la normale. Elle était très en vogue à une certaine époque, elle est beaucoup plus décriée maintenant. Surtout, ne joue pas les apprentis sorciers. Ne tente rien que tu n'as pas testé avant. Dans le même sens, ne pas chercher à perdre du poids en s'alimentant moins et en restreignant ses apports glucidiques. Ça aussi, c'est une erreur qu'on voit régulièrement. On sait qu'on va moins courir, on sait qu'on va faire moins d'efforts et du coup, pour éviter de prendre du poids, on restreint son alimentation, on mange beaucoup moins de glucides. C'est pas bon du tout, c'est une erreur à éviter. Quatrième erreur, c'est d'oublier de s'entraîner. Alors, dans ces vidéos de formation du programme Entraîneur Express, c'est un programme pour devenir ton propre coach. J'insiste beaucoup là-dessus. Lorsque tu arrives dans cette période d'affûtage, réduire ton volume d'entraînement ne signifie pas pour autant ne plus rien faire du tout. Ce n'est pas facile, car la difficulté est de ne pas perdre le rythme et de garder suffisamment de jus que tu as acquis au fil des semaines précédentes. Tu as souvent entendu qu'il faut diminuer le volume et garder un peu d'intensité, c'est vrai. Mais tout dépend de quelle façon s'est passée la préparation. Si elle a été plus ou moins chaotique, chercher à rattraper le temps perdu ne sert à rien. En revanche, des aménagements au cas par cas peuvent être faits. Tout dépend également à quel niveau de forme tu arrives à l'affûtage. Si tu es très fatigué, alors l'affûtage ne sera pas le même que si tu arrives dans une forme correcte. Une chose est certaine, l'affûtage doit être personnalisé. D'ailleurs, dans le programme de l'Entraîneur Express, je passe en revue 4 scénarios possibles et les interprétations que tu peux envisager, avec des chiffres précis pour que tu puisses faire un bon affûtage. Et dernière erreur à ne pas faire, et celle-là peut te surprendre, c'est profiter du temps libre pour des projets énergivores. Qu'est-ce que j'entends par là? C'est tous les runners et trailers, on est confrontés avec la réduction du volume d'entraînement, on a du temps libre devant nous. Mais certaines activités sont à proscrire, comme désherber le jardin, nettoyer la façade de sa maison, faire de la mécanique, terminer un gros projet de travail. Tout cela demande de l'énergie, aussi bien que physique que mentale. Pour y remédier, considère la phase d'affûtage comme une période où tu augmentes le temps de récupération et non comme une phase où tu diminues la charge d'entraînement. En fait, le plus dur est de faire comprendre à ton entourage que c'est sieste, canapé, lecture et détente pendant quelques jours. Et c'est vrai que ce n'est pas toujours gagné. À toi de trouver les bons arguments pour que l'on ne te sollicite pas trop. Voilà. Excuse-moi pour ce petit problème de langage. Maintenant, si tu as des questions sur l'évitage, je t'invite à les poser en dessous. Et si tu veux devenir un coureur libre, c'est-à-dire un coureur qui prend les bonnes décisions parce qu'il connaît les bases de l'entraînement, même s'il démarre de zéro aujourd'hui, sache que tu n'as pas besoin d'avoir un doctorat en sciences du sport pour créer tes propres plans d'entraînement. Et il n'est pas nécessaire d'étudier pendant de longues années pour en savoir suffisamment et être capable de réussir avec tes plans. Je te propose un programme en 90 jours si tu veux devenir un coureur indépendant. Mais en fait, c'est beaucoup moins. J'ai décidé d'étaler ce programme sur une durée pour que tu ne sois pas submergé par les modules et les nombreuses vidéos. Et tu vas voir qu'au final, tu as le nécessaire pour faire tes plans d'entraînement bien avant ces 90 jours. Voilà. Alors, je ne sais pas à quel moment tu regardes cette vidéo, mais sache qu'on est en période de lancement du programme Entraîneur Express, que tu bénéficies d'une remise importante sur le tarif normal et que j'offre une visière running en plus. Pour découvrir le programme de l'entraîneur, je te mets le lien également en dessous. Ce sera le 3e lien. Programme de l'Entraîneur Express à découvrir maintenant. Ensemble, on va faire de toi un coureur meilleur, un coureur indépendant, un coureur libre. Je te dis à bientôt, bon run et bye bye. Ciao, ciao.